La radio du peuple qui vous donne de l'information à la minute. Aujourd'hui, nous avons une émission fleuve, une émission de haute qualité d'un candidat qui était sur terrain. Celui-ci, il est de la diaspora. C'est quelqu'un que nous connaissons très bien puisqu'il a été au four et moulin pendant tous ces processus électoraux, surtout ici aux États-Unis. Quand je parle des États-Unis, je parle d'un candidat. Vous faites directement allusion à M. Ben Kalala. M. Ben Kalala, il est président de la communauté congolaise des États-Unis. Celui-ci, il a tout laissé derrière lui pour aller chercher à servir son pays sur terrain, contrairement à ceux qui sont sur le terrain et qui ne sont pas là pour rendre service à leur population. Bonjour, M. Ben Kalala. Bonjour, Don. Bonjour. C'est toujours un plaisir de parler avec vous. Merci encore une fois d'être sur la voie de la démocratie congolaise, M. Ben Kalala. Vous y étiez une fois quand on préparait une manifestation à laquelle vous étiez à la tête. Aujourd'hui, vous voici sur la VDC. Est-ce que vous pouvez dire quelque chose à ceux-là qui ne vous connaissent pas encore, M. Ben Kalala? Comme vous l'avez bien dit ici éloquemment, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Ben Kalala. Je suis ici à Atlanta, dans l'état de la Géorgie, où je dirige la communauté congolaise et aussi je suis à la tête comme coordonnateur général de l'Union des communautés congolaises des États-Unis d'Amérique, en sigle UCCA. J'étais élu dans la diaspora comme étant le candidat représentant la diaspora en République démocratique du Congo lors de assises qui se sont tenues à Washington DC le 26 et le 27 février de l'année qui vient de s'écouler. Donc activiste pour le Congo, pour le bien-être social et économique des Congolais. Voici belle lurette. Donc voilà, nous sommes dans la lutte pour que le changement puisse réellement avoir lieu en RDC. Le changement de la RDC passe par les Congolais eux-mêmes, M. Ben Kalala. Vous avez été choisi par bon nombre de nos compatriotes ici dans la diaspora pour vous présenter comme candidat à la présidentielle. Arrivé là-bas, ce n'a pas été le cas, c'était la députation, nous allons en parler très prochainement, mais ce qui nous intéresse, c'est votre expérience sur le terrain, M. Ben Kalala. Vous avez vécu de fond en comble, du début à la fin du processus électoral. Est-ce que vous avez un mot à partager avec ceux-là qui sont restés derrière vous, qui voulaient vraiment écouter ce que vous avez fait sur le terrain, M. Ben Kalala? Oui, donc je pense que vous aviez raison d'évoquer le fait que j'étais d'abord élu ou désigné, élu par le collège de candidats présidentiables ici aux États-Unis, avant de désister à la présidentielle et me présenter aux élections comme étant candidat député national. Moi, je pense qu'avant toute chose, s'il y a moyen que nous puissions
d'abord déterminer les raisons qui m'avaient poussé, qu'est-ce qui avait motivé le changement d'avis, mon changement d'avis de la présidentielle jusqu'à la députation nationale. Et ensuite, je pense que je vais parler de ce que j'ai pu rencontrer au Congo, puisque là, je parlerai de l'expérience que j'ai vécue sur terrain en tant que candidat député national. Je pense... Alors, est-ce que vous pouvez donc donner cette réponse à laquelle nombre de nos candidats, nombre plutôt de nos auditeurs ou bien les gens de la diaspora qui voulaient voir Ben Kalala, président de la République. Merci. Pourquoi vous avez changé ces fusils d'épaule? Merci beaucoup, Dan. À l'annonce de la candidature de président national de l'UDPS, son Excellence Etienne Tshisekedi Wamulumba, moi étant de la diaspora, j'avais dit que comme nous voulons qu'un état de droit soit établi et que nous voulons appliquer la démocratie, on pouvait tous se présenter à la présidence, puisque c'est un droit qui est reconnu à tout Congolais qui se sent qualifié de poser sa candidature à la magistrature suprême de notre pays. Mais mon frère, quand je suis arrivé au pays, avant même d'aller au pays, je rectifie, avant même d'aller au pays, nous avons tous suivi à partir de la diaspora l'accueil que le peuple congolais avait réservé au président Etienne Tshisekedi à son arrivée à Kinshasa. Et nous avons aussi tous suivi l'accueil qui lui avait été réservé dans la province du Katanga, qui était considéré comme étant le fief du président sortant Joseph Kabila, du candidat à l'époque aussi Joseph Kabila. Alors il fallait bien revoir les calculs. Vous savez, la politique c'est pas une science. Donc quand je me suis rendu sur terrain, la toute première personne que j'ai visitée, à qui j'ai rendu visite, c'était le président Etienne Tshisekedi. Je l'avais présenté, il m'a reçu à Limité, je lui ai présenté ma carte sur laquelle c'était bien marqué candidat présidentiel aux élections de 2011. Mais avant d'y aller, avant d'arriver au Congo, juste une petite parenthèse, j'étais reçu ici au département d'État américain, j'étais reçu au Quai d'Orsay en France, j'étais aussi reçu au département, plutôt au Parlement européen, à Bruxelles. Donc, ayant côtoyé tous ces décideurs, tous ces gens-là qui ont une influence sur notre pays, malheureusement, je vais y revenir, j'avais tous les atouts, mais quand je suis arrivé au pays, après avoir parlé avec le président Etienne Tshisekedi, je me suis rendu compte que pour l'intérêt supérieur de la nation, il fallait que je prenne une décision, soit de continuer en tant que candidat à la présidence, puisque les autres l'ont fait, c'est pourquoi nous sommes retrouvés avec 11 candidats aux élections présidentielles. Mais moi je me suis dit que pour l'intérêt supérieur de la nation, j'ai bien évalué mes chances d'être élu comme président en République démocratique du Congo, au même moment où Etienne Tshisekedi Wamulumba s'était présenté comme candidat. Je me suis dit, bon, il fallait s'aligner derrière ce candidat-là, c'est derrière Etienne Tshisekedi, la candidature, à l'époque, la candidature d'Etienne Tshisekedi, sans même demander le préalable, quoi que ce soit. Alors, c'est ainsi que j'ai pris cette décision de m'aligner derrière lui, puisque c'était clair qu'il n'y avait qu'un seul candidat, parmi les autres présidentiables qui s'étaient présentés, ou qui s'étaient annoncés, qui avaient déclaré leur candidature à la présidence. Il n'y avait qu'un seul candidat, ou une seule personne qui pouvait battre Joseph Kabila aux élections qui pointaient à l'horizon dans notre pays. Alors c'est ainsi que j'ai pris cette décision de m'aligner derrière Etienne Tshisekedi, en posant ma candidature dans la province du Kasaï oriental. Pourquoi la province du Kasaï oriental? C'est pas puisque je suis originaire de cette province, c'est puisque c'est là où j'ai posé des actions concrètes depuis 2006. Vous vous rappelez que j'étais candidat sénateur en 2006, et j'avais postulé à Mbujimaï. Et c'était à la députation provinciale avec l'intention d'aller au Sénat, puisque les élections sénatoriales se font d'une manière, se font par un suffrage universel, un suffrage indirect, c'est-à-dire que les députés provinciaux élisent les sénateurs, les gouverneurs, les vice-gouverneurs. Donc c'est ainsi que depuis ce moment-là, j'avais posé à travers la fondation Children of Congo, que nous gérons ici aux États-Unis avec ma sœur, nous avions commencé à poser des actions concrètes dans le territoire de Katanda, où nous avions construit un orphelinat, où nous avions donné l'eau potable aux populations, c'est-à-dire que nous avons aménagé des sources d'eau, où maintenant l'eau sort du robinet, l'eau propre sort du robinet, ce qui évite certaines maladies à nos populations. Nous y avions construit un terrain de football,
Pour le moment, juste pour un petit détail, nous avons 17 orphelins que nous avons pris en charge. En fait, l'orphelinat est construit pour une capacité de 40 orphelins. Pour le moment, nous en avons 17. Et à part cela, nous avons installé le premier moulin de maïs et manioc dans le territoire de Katanda. Alors ces choses-là, nous les avions faites sans être élus. Nous avions faites par le canal de l'orphelinat, de l'organisation de la fondation Les Enfants du Congo. Nous avions fait ces choses-là pour les populations du Congo, sans un sou du gouvernement congolais et sans demander de sous à qui que ce soit. Alors c'est ainsi que je me suis dit, compte tenu des actions concrètes que j'avais déjà posées, auxquelles j'avais déjà contribué dans le territoire de Katanda, je me suis décidé d'y aller et changer de langage, faire comprendre à nos populations que c'est possible qu'on fasse des choses pour notre pays sans être élu, puisque moi, j'avais contribué à les faire sans être élu. Et c'est là que je suis allé me représenter comme candidat à la députation nationale du territoire de Katanda au Kasaï oriental. Oui, c'est bien beau ce que vous venez de dire. Est-ce que vous ne sentez pas que c'était une trahison à ceux-là qui s'attendaient à voir Ben Kalala président, puisqu'ils avaient fondé leur espoir sur vous? Et vous avez là-bas, peut-être de votre propre initiative, parce que vous avez consulté la base avant de changer votre position compte tenu de la réalité sur le terrain. Non, pas du tout, pas du tout. Comme je le disais avant, comme je l'ai dit tout de suite, c'est question de l'intérêt supérieur de la nation. Ce n'est pas question de l'intérêt de Ben Kalala. Bien sûr, je pouvais résister jusqu'à la fin, comme les autres l'ont fait. Ce n'est pas pour rien que nous avons eu affaire à 10 candidats. En dehors du candidat Joseph Kabila, nous sommes retrouvés avec 10 candidats. Alors, je pouvais aussi bien le faire. Mais ça aurait été pour l'intérêt personnel de Ben Kalala, positionnement ou quoi que ce soit. Mais non, je me suis dit que je veux me battre. Je me suis dit, je désiste pour laisser à Étienne Tshisekedi d'obtenir, de conquérir le pouvoir. Et moi, je veux me battre. Je me suis battu puisque je pouvais aussi désister et attendre un poste quelconque, d'être nommé après l'élection du président national Étienne Tshisekedi. Mais ça, ce n'est pas ce que j'ai fait. Je me suis battu moi-même, vu la confiance que j'avais acquise, j'avais obtenue de la diaspora, des amis de la diaspora. Je me suis dit que la lutte n'est pas seulement à la présidence, puisqu'on ne va pas contribuer au changement du pays. On ne va pas changer le pays seulement en étant président. Ce n'est pas tout le monde qui est appelé à être président de la République. On doit contribuer au pays, tant soit peu, avec tout ce qu'on peut amener à table, même en étant député national, mais pourquoi même pas? Pourquoi pas même député provincial, avec toutes les idées que nous avions acquises de l'extérieur. Je me suis dit que c'était une bonne chose d'y aller en tant que candidat député national, mais pour l'intérêt supérieur de la nation, désister à la candidature d'Étienne Tshisekedi. Ok, c'est une bonne chose. Ben Kalala s'était désisté en faveur de M. Tshisekedi Wambulumba. Parlons maintenant de l'expérience sur le terrain. Vous avez parlé de vous-même. Honnêtement, vous avez évalué la chance sur le terrain, vous avez vu la popularité du Tshisekedi et vous vous êtes dit honnêtement que non, pour l'intérêt supérieur, voilà, je laisse la chance à Tshisekedi. Et que dire des résultats que nous avons connus? Vous étiez sur le terrain, M. Ben Kalala. Qu'est-ce que vous avez constaté du début à la fin? Du début à la fin, d'abord, je voudrais souligner quelque chose. Avant que nous allions aux élections, la majorité présidentielle avait commencé à chanter une très belle chanson comme quoi l'opposition se présentera aux élections en ordre dispersé. En dispersé, tout à fait. En ordre dispersé. Alors, ils ont misé sur l'incapacité. Ils avaient misé sur l'incapacité de l'opposition de pouvoir se présenter, de pouvoir s'organiser et présenter un seul candidat. Alors ça, c'est encore une des raisons qui m'avait poussé à ne pas donner cette occasion à la majorité présidentielle de dire que voilà, l'opposition se présentait avec une trentaine de candidats. Alors là, c'est encore une des raisons, puisque le fait d'avoir changé la Constitution, durant l'année électorale, d'aller d'un seul tour, la loi électorale, durant l'année électorale même, d'aller de 2 tours à un seul tour, ça c'était déjà mal parti et l'opposition à ce moment-là avait déjà tiré la sonnette d'alarme, pas seulement l'opposition, même l'église catholique à ce moment-là
À ce moment, l'Église catholique avait tiré la sonnette d'alarme comme quoi ce n'était pas un bon geste. Alors, c'est là où nous disons aujourd'hui que la tricherie avait commencé. En dehors de l'Église catholique, j'ai eu la chance, comme je l'ai dit, j'étais au département d'État, j'avais partagé avec le Quai d'Orsay, j'avais partagé avec le Parlement européen. Ces gens que j'ai vus, avec qui j'ai discuté sur les élections en RDC, avaient aussi une préoccupation concernant le changement des scrutins de 2 tours à un seul tour. Et surtout pas durant l'année électorale. Surtout durant l'année électorale. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ce que j'ai vécu après cela comme expérience. La tricherie était orchestrée dès le début. C'était déjà fait en amont. Pourquoi? Parce que quand on voit la constitution même de l'équipe de la CENI, sa composition et la façon dont ses membres ont été désignés, ça prouvait déjà à cette époque-là qu'il y avait une tricherie qui planait. Ngoï Mulunda, nous savons tous les origines du pasteur Ngoï Mulunda. Nous savons tous qu'il a fait partie, qu'il est un des cofondateurs du PPRD. Nous savons tous qu'il n'y a pas longtemps, il y a Ngoï Mulunda, avec toutes ses appartenances à la famille présidentielle, ne pouvait pas être la personne idéale pour diriger la CENI. Deuxièmement, nous avons la composition proprement dite de la CENI. Nous avons 4 membres de la CENI qui étaient de la majorité présidentielle et 3 membres de l'opposition. Encore une bévue. La disproportion déjà. C'était déjà une disproportion. Et en plus, pire, on est allé jusqu'à exclure la société civile. Vous voyez que déjà, il y avait une tricherie qui se préparait à cette époque-là. Alors, on quitte cette composition, la mise en place de la CENI. Nous entrons maintenant dans le processus électoral proprement dit. Qu'est-ce que nous avions constaté? D'abord, la révision du fichier électoral n'était pas faite comme il se devait. Pourquoi? Puisque, mon frère, personne ne peut nous expliquer pourquoi la ville de Kinshasa, qui compte plus de 10 millions, presque 10 millions d'habitants, ne pouvait enrôler que 3 millions et demi de lecteurs, alors que le Katanga, qui comptait seulement 7 800 000 habitants, qui compte seulement 7 800 000 habitants, pouvait faire 1 million d'enrôlés plus que la ville de Kinshasa. À ce moment-là, déjà c'était la tricherie qui se préparait. Alors, nous sommes allés de là. Nous entrons maintenant dans le processus électoral. Non, d'abord l'opposition, puisque j'étais sur place à Kinshasa, j'étais avec les leaders de l'opposition. Nous avions demandé à la CENI de nous permettre de faire l'audit du fichier électoral, ce qui est reconnu dans la loi électorale. Puisque toutes les parties qui sont, que je voulais dire en anglais, involved, c'est-à-dire qui sont concernées, avaient le droit de demander de faire une telle recommandation. Nous avions demandé la révision du fichier électoral, l'audit du fichier électoral, chose que notre pasteur Ngoï Mulunda avait tantôt accepté, tantôt refusé. Finalement, le 17 septembre, nous nous sommes retrouvés à l'hôtel Memling, où le pasteur Ngoï Mulunda nous a promis que c'était une bonne démarche, mais malheureusement, juste le jour après, puisque la majorité présidentielle avait considéré la démarche de l'opposition comme étant fantaisiste, Ngoï Mulunda, qui est revenu sur ces mots, il l'a fait plusieurs fois, pour finalement nous mettre le bâton dans les roues. Mon cher frère, nous avions fait venir des experts, puisqu'avant on nous disait que, nous de l'opposition, on nous disait que la composition de cette équipe qui allait procéder à l'audit du fichier électoral ne pouvait pas inclure les politiques. Il fallait seulement avoir les techniciens. Voilà, des experts. Nous avions fait appel aux techniciens, aux hommes du métier qui sont venus du Canada, des États-Unis et de l'Europe, pour finalement nous rendre compte que le pasteur Ngoï Mulunda ne pouvait plus respecter ce qu'il avait promis. Il nous a roulé dans la farine, permettez le terme, jusqu'à ce que l'opposition n'ait pas pu faire ce qu'elle avait demandé. Nous sommes entrés maintenant dans le processus électoral, comme j'avais dit proprement dit. Qu'est-ce qui se passe? Pendant l'enrôlement c'est une petite parenthèse aussi, pendant l'enrôlement des électeurs,
qu'est-ce que nous avions remarqué? Il y a eu des enfants qui étaient, et avec des preuves, il y a eu des enfants, il y avait des mineurs qui avaient été enrôlés comme électeurs, des enfants de 9 ans qui étaient comme électeurs. Nous avions proposé, nous avions montré à la communauté internationale, même au pouvoir en place, nous avions montré toutes les failles que la CENI avait déjà commises à ce moment-là. Mais, comme d'habitude, rien n'a été pris au sérieux. Vous savez, à cette époque-là, l'opposition faisait quoi? On se préparait pour éviter le pire. Puisque en politique, quand on diriger c'est prévoir. C'est-à-dire on voulait éviter que le pire puisse se produire. Voici maintenant que nous avons assisté à une parodie électorale où les gens ont été enrôlés. Nous avions demandé à Ouemulunda de nous présenter la cartographie, toujours le 19 septembre à l'hôtel Memling. Lui avons demandé de nous présenter la cartographie des électeurs sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Pourquoi? C'est parce que nous voulions éviter qu'il y ait des bureaux fictifs dans la constitution de bureaux de vote. Alors, malheureusement, cette histoire n'a jamais été faite par la communauté, par la commission électorale. Nous avions demandé à la commission électorale de suivre, d'appliquer la loi électorale qui demandait à ce que les listes électorales soient affichées devant les bureaux de vote 30 jours avant le début de la campagne, soit 60 jours avant les élections proprement dites, chose qui n'avait jamais été faite par la commission électorale. Mon cher Don, nous nous sommes retrouvés les jours des élections au Congo où les listes ont été affichées 1, 2 jours, ou voire le matin des scrutins. Moi j'étais là puisque j'étais sur le terrain. Alors, conséquence, il y a des gens au village par exemple, où moi j'étais, qui ont marché 15, 17, 18, 20 km à pied pour se rendre au centre de vote où ils s'étaient enrôlés. C'est là où ils savaient qu'ils allaient voter. Malheureusement, en y arrivant, ils se sont rendus compte que leur nom ne figurait pas sur la liste. Imaginez un peu qu'on leur a demandé d'aller dans d'autres bureaux de vote. C'est-à-dire les personnes qui ont marché 10 km, 15, une vingtaine de kilomètres à pied pour remplir leur devoir civique devraient aller quelque part d'autre, 10 km peut-être, 5 km encore à pied, ce qui a causé un découragement total des élus, des électeurs. Il y a certains qui sont rentrés automatiquement à la maison parce que comment justifier le fait que dans les bureaux de vote où c'était bien écrit qu'il fallait avoir 500, 520 candidats, 520 électeurs, nous nous sommes retrouvés avec, dans les procès-verbaux, nous sommes retrouvés avec 240, 220, 200 électeurs dans ces bureaux de vote-là. D'abord, le temps imparti n'était pas suffisant. On a mis toutes ces irrégularités bien avant, devant la CENI, pour leur dire que ce n'était pas réaliste, selon le calendrier électoral, selon le temps imparti pour le vote, d'accommoder le vote de 520, 530, 550 électeurs dans le bureau de vote pendant que nous avions démontré qu'il prendrait au moins 3 minutes par électeur de pouvoir voter. Donc tout ça c'était fait, mais la CENI, sourde oreille, encore une fois. Alors, moins de 50% ou aux environs de 50% le taux de participation. Les jours des élections, j'étais là, à 18h, non, à 19h plutôt, nous avions reçu les SMS de la CENI. Les SMS disaient quoi? Les électeurs qui n'avaient pas trouvé leur nom devant les bureaux de vote où ils s'étaient rendus, étaient priés, étaient peut-être permis plutôt de voter dans n'importe quel bureau. Ou même là où il n'y avait pas le nom sur la liste. Mais soyons sérieux. Le message était venu à 19h. Nous l'avions reçu, moi personnellement je l'ai reçu, de la CENI. C'est-à-dire qu'il y a eu des gens aussi qui l'avaient reçu. Mais ces pauvres villageois, ces pauvres paysans qui n'ont pas des appareils cellulaires sur eux. Ça c'est de 1. De 2, d'ailleurs, les bureaux de vote étaient déjà fermés à 17h30. Et nous recevons le message à 19h. Vous voyez que là, au Kasaï par exemple, je n'arrive pas à comprendre personnellement comment est-ce que si le Kasaï avait enrôlé 2 600 000 électeurs, qu'Etienne Tshisekedi Ouamulumba, candidat de l'opposition, et surtout pas dans son fief, puisse sortir avec 900 000 voix, moins d'1 million de voix. Mon cher Don, il y a un Soroche, qu'on se le dise, c'est pratiquement impossible. Moins d'1 million de voix pour Etienne Tshisekedi au Kasaï oriental, ça c'était
ce n'était pas admissible, c'était inacceptable. Mais nous l'avions vécu. Donc, le bourrage d'urne, nous l'avions connu, nous avions vu les jours de vote. Ça, je parle des choses que moi, j'ai personnellement vécues. Vers 11 h, à Katanda, plus précisément à Benakabamba, chez les Bakwandaba. J'étais à l'orphelinat, puisque c'est là où j'ai logé. À 300 mètres de l'orphelinat, c'est le bureau de vote. C'est-à-dire que vous voyez que j'étais vraiment dans le bain. Je logeais à l'orphelinat, et à 300 mètres de l'orphelinat, c'est le plus grand centre du territoire de Katanda. Ce centre qui avait enregistré au moins 13 000 électeurs. Qu'est-ce que nous avions remarqué aux environs de 11 h, puisque d'abord ils n'ont pas commencé à élire, à voter à 7 h comme prévu, ou à 6 h comme prévu. Le vote a commencé vers 10 h. Vers 9 h 30. Aux environs de 11 h midi, un engouement dans le centre de vote. Il y a eu un policier qui a tiré, probablement il a tiré en l'air puisqu'il n'y avait pas de mort, ça il faut le dire. Les gens se sont dispersés. Alors il fallait voir, si j'avais les images, il fallait les balancer. Il fallait voir comment j'ai dû récupérer, ramasser les orphelins qui étaient avec moi dans la véranda, qui étaient en train de jouer dehors, de ramasser avec le personnel que nous avons là-bas, ramasser les enfants pour les mettre à l'abri, puisque là, c'est la population qui était en débandade. Ça sont des choses que j'ai vécues. Alors, quand je me suis rendu compte, je suis allé m'informer sur la situation, qu'est-ce qu'on me dira? C'est parce que on a trouvé qu'il y avait des gens qui avaient déjà rempli les bulletins de vote, pré-remplis, et qui s'apprêtaient à les mettre dans les urnes. Mais avant cela, à Katanda toujours, à 16 h, la veille des élections, à 16 h, l'abbé est venu me voir. L'abbé qui est responsable de l'école Saint-Étienne, qui est là, il est venu me voir pour me dire que, en tout cas, nous avons un problème ici, monsieur Ben. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Il dit, non, il y a un bureau on n'arrive pas à retrouver les urnes, les bulletins de vote de tout un bureau, le bureau F. Tout un bureau. Ça fait 550 bulletins de vote qu'on ne pouvait pas trouver. Alors, il a demandé au chef, au président du centre, que si ces documents, si ces cartes de bulletins de vote n'étaient pas vus ces jours-là, et que lui, le vicaire de cette école, il allait annuler carrément, il allait faire qu'il n'y ait pas d'élection, il n'y ait pas vote dans son école. C'était des bulletins qui avaient disparu, mon frère, disparu, tout un bureau. Avant le vote, ça c'était la veille des élections. Au moins 550 bulletins de vote du bureau F avaient complètement disparu. Alors, il faut aussi dire que moi-même, personnellement, j'étais approché, je le dis, et je suis prêt à témoigner. Moi-même, personnellement, j'étais approché par le président du centre de vote 2 jours avant les élections, 2 jours avant le vote, pour me demander de donner quelque chose, parce qu'il savait déjà qu'il y aurait des votes par dérogation. Il dit, dans ce bureau de vote, dans ce centre, il y aura au moins 3000 votants par dérogation. En tout cas, moyennant quelque chose, nous pouvons vous garantir 1500 à 2000 voix dans ce centre. Il était venu me voir avec 5 autres présidents de bureau de vote. Mon cher Don, avec la logique que nous avions déjà apprise de l'extérieur, je lui ai dit, carrément dit, écoutez, je veux vous rappeler, chose que je n'ai jamais faite. C'était carrément pour lui dire que je ne voulais pas m'engager dans une démarche comme telle. Monsieur Ben, là j'interviens. Est-ce que vous ne voyez pas qu'à ce niveau-là, vous avez commis aussi une erreur irréparable? Puisqu'il fallait les interpeller devant la police, puisque ça c'est tentative de corruption. Mais vous êtes dans un pays, actuellement dans un pays de droit, vous savez qu'une telle action est punissable par la loi. Bon, j'ai introduit une requête, Non, les jours même, je dis les jours même qui vous ont vu. Je pense que c'était une preuve. Vous pouvez leur donner un papier, ils signent un papier, vous avez un document officiel et vous les traduisez en justice. Bon, on peut le dire, mais je sais que quand on est à distance, on ne sait pas exactement ce qui se passe au Congo. Vous avez parlé de la police. Il y avait 4 éléments de la police commis au centre de Saint-Étienne-Niemvoué. 4 éléments. Alors, nous parlons de quelle police? Nous parlons de la police qui est acquise au pouvoir, ou nous parlons d'une police qui est totalement
corrompus. Alors, bon, là, je me suis dit que pour garder... Je voudrais faire une différence ici. Je voudrais aussi rappeler que la personne qui m'a contacté, qui est venue me voir pour que je puisse lui donner de l'argent et leur donner de l'argent, parce qu'ils étaient à 6, lui et 5 autres présidents de centre, de bureau de vote, c'est une personne qui a beaucoup de poids. C'est un notable. Hein? C'est un chef coutumier dans ce village-là, qui est connu par tout le monde. Alors, je n'ai pas voulu, à ce moment précis, je l'ai regardé des yeux, avec tout ce que nous avions déjà fait. Quand je dis nous, c'est-à-dire la fondation. Tout ce que la fondation avait déjà fait comme action concrète dans son village. Malgré tout cela, c'est lui qui pouvait en fait parler de Ben Kalala pour dire aux populations, j'étais ébahi, en tout cas vraiment, je ne savais pas qu'est-ce qu'il fallait dire. Je dis, mais même lui, sachant très bien tout ce que nous avions déjà posé comme action concrète dans son village, au lieu de parler de bon, dire que voilà, avec tout ce que vous avez fait, en tout cas, vous avez toutes les chances de gagner les élections, surtout dans ces territoires, mais malheureusement, c'est lui encore qui vient m'aborder pour que je puisse payer. Je suis resté. Alors, comme on était à 1 ou 2 jours des élections, la police, je ne sais même pas quelle police, 2 éléments de police, 2 éléments de la police qui étaient là, en tout cas, ce n'était pas possible. Mais, je l'ai dit, quand j'ai fait des déclarations, même à Kinshasa, que je suis prêt. J'ai introduit ma demande, ma requête, qu'au moment venu, j'étais prêt à présenter les preuves. J'étais prêt à présenter les preuves pour montrer à la population que les élections étaient déjà biaisées dès le début. Ok, alors, allons étape par étape, M. Ben Kalala. Vous avez décrit les irrégularités ou la préparation du matelas des irrégularités. Mais, malgré tout, vous n'avez pas plongé, vous avez continué sur le chemin de la tricherie. Vous avez vu qu'il y a eu des listes qui n'étaient pas conformes à la réalité. Vous avez vu que la cartographie n'était pas présentée. Vous avez constaté qu'il y avait des enfants enrôlés. Et malgré tout ça, l'opposition, qui doit être l'œil d'observateur, vous avez fait abstraction à toutes ces histoires et vous êtes allé pour pleurer après. Est-ce que vous n'avez pas contribué à cet échec du processus électoral? Merci beaucoup, Don. Mais je suis très content que après avoir formulé la question, quand vous parliez de vous, je pensais à ce moment-là que vous adressiez seulement à Ben Kalala, mais heureusement qu'avant la fin de la formulation de votre question, vous y avez ajouté un élément très important, parce qu'à ce moment-là, vous aviez parlé de l'opposition. Merci beaucoup, puisque je suis de mèche avec vous que l'opposition, vu tout ce qui s'était déjà présenté comme signe de tricherie, tout ce que j'ai énuméré ici dans cette émission, comme étant les signes de tricherie, de la fraude qui avait émaillé le processus électoral, il fallait que l'opposition fasse quelque chose. Ça, je suis totalement d'accord. Ce qui me pousse plutôt maintenant à dire un mot sur la santé politique de l'opposition. Moi, je pense que c'est très important. Je devrais faire votre deuxième question, allez-y. Merci. Vous savez, il y a certaines choses qu'on doit se dire, puisque venant de la diaspora, nous avons un certain concept. Quand nous arrivons au pays, la plupart des cas, nous sommes pris pour des intrus. Que ce soit dans la majorité présidentielle et aussi dans l'opposition. Et pourtant, nous y allons pour prêter main forte à l'opposition, au peuple congolais. Pas seulement l'opposition, mais au peuple congolais, pour qu'il y ait changement dans notre pays. Bon, ça c'est un acte, c'est un fait malheureux, la façon dont nous sommes considérés au pays. Bon, je suis d'accord avec vous, donc, que c'est à ce moment-là que l'opposition devait se souder et prendre une position ferme que nous n'allons pas aux élections. Il y a eu des débats là-dessus. Il y a eu des débats, mais on était aussi confrontés à une chose, puisque il y a aussi ce qu'on dit que la politique de la chaise vide ne paye pas. Donc on était confrontés à ces deux. Soit on va aux élections comme tel, avec tout ce qu'il y a comme irrégularité, tout ce qu'il y a comme signe d'irrégularité, ou on s'abstient totalement
et on permet à la partie adverse, c'est-à-dire la majorité présidentielle, de miser sur le point que voilà, ils ont refusé d'aller aux élections, ils ont eu peur, ils ont refusé d'aller aux élections, après avoir tiré la sonnette d'alarme plusieurs fois qu'il y avait tricherie. Donc, c'était un dilemme, mais moi je suis d'accord avec vous, Don, que c'est à ce moment-là que l'opposition en général, pas seulement Ben Kalala, mais l'opposition en général devait être ferme, prendre une ferme position et dire que nous n'allons pas aux élections compte tenu de ce qui s'était présenté. Mais l'opposition, telle que je l'ai trouvée à Kinshasa, ça il faut le dire. L'opposition aussi, je dois reconnaître que nous avons eu certaines failles, nous avons présenté certaines failles. Si aujourd'hui, la majorité présidentielle peut utiliser comme argument que si qu'ils ont gagné parce que l'opposition s'est présentée aux élections en ordre dispersé. Nous l'avions entendu. Nous l'avions entendu. Ça, c'est aussi une faille qu'on pouvait éviter. Parce que moi, je dis ceci à tous les candidats qui n'avaient pas désisté au 28 novembre pour le compte de Etienne Tshisekedi. Je l'ai dit à Kinshasa, à nos amis de l'opposition, le jour où on devrait déposer la requête à la Cour suprême de justice, je le dis à Kinshasa, je le dis encore. Moi, je pense que ça, c'est juste mon opinion, et mon opinion n'engage que Ben Kalala. Moi, je pense que tout candidat, soi-disant de l'opposition, qui n'avait pas pu résister à la date du 28 novembre, après avoir, évidemment, après que nous ayons remarqué tous ces signes de tricherie, de fraude, ainsi de suite, pour laisser place à Etienne Tshisekedi, dans l'intérêt supérieur de la nation, sachant très bien que, d'une manière réaliste, je parle bien des candidats qui avaient résisté à désister, ils n'avaient pas de chance de gagner ces élections, mais ils l'ont fait malgré tout cela. Moi, je l'ai dit à Kinshasa, je le dis ici, c'était un acte de trahison au peuple congolais. Je pèse mes mots, je l'ai dit et je le répète, puisqu'on savait tous que ces candidats ne pouvaient pas désister, puisque moi aussi personnellement, je pouvais le faire, puisque ce n'était pas les 50 000 $ qui manquaient, puisque avec tous les contacts que nous avons, avec les investissements que nous avons ici aux États-Unis, vous pouvez bien se présenter là-bas avec 50 000 $ et se faire un nom, et après commencer à demander qu'il y ait table ronde, comme certains d'entre eux l'ont fait récemment. Tout ça, c'est par esprit de positionnement, c'est par esprit d'opportunisme qu'ils l'ont fait. Alors moi, je pense que ce n'était pas un très bon acte. Alors, je suis d'accord, l'opposition pouvait à ce moment-là le faire, mais malheureusement, il y a eu des disputes. Certains disaient que ce n'est pas bon d'aller de ne pas aller aux élections parce que la politique de la chaise vide ne payait pas. Maintenant que vous avez rempli toutes ces chaises-là, est-ce que ça paye? Maintenant que nous avons rempli, puisque, bon, après tout, nous avions tous l'assurance, je dis bien, nous avions tous l'assurance et la conviction que si les élections au Congo étaient organisées réellement d'une manière démocratique, d'une manière transparente, il n'y avait aucune chance à la majorité présidentielle de les gagner. Donc on s'était misé aussi sur la confiance du peuple congolais. Hein? Mais nous savions aussi que, avec tout ce qui était passé avant, qui s'était présenté avant comme signe, que ces élections n'allaient pas être transparentes et crédibles. Bon, gain de cause, non, je ne peux pas le dire. Parce que nous parlons aujourd'hui de la volonté du peuple qui a été bafouée, puisque le peuple congolais sait exactement aujourd'hui qu'est-ce qu'il avait voté. Mais ce n'est pas une défaite de l'opposition. Moi, je pense que c'est un défi que la majorité présidentielle a émis, puisque ce qui est bafoué ici, ce n'est pas l'opposition. Ce qui est bafoué dans ce processus, c'est la volonté du peuple congolais. C'est la volonté du peuple congolais. Alors, moi, je ne pense pas que l'opposition a perdu les élections. Je pense que l'opposition a pu montrer à la face du monde et au peuple congolais que la CENI et ses maîtres, le pasteur Ngoï Moulunda et ses maîtres,
ont volé les élections au peuple congolais. Donc nous ne parlons pas de défaite de l'élection, nous parlons maintenant de hold-up électoral commis par la commission électorale indépendante. Tout à fait, M. Ben Kalala. Vous savez, le mot ne marque pas pour qualifier quelque chose, mais surtout quand il y a quelque chose de mal. Mais est-ce qu'il y a un gain dans tout ce qui s'est fait, puisque la réalité est que la communauté internationale, puisque tous les Congolais se rabattent sur la communauté internationale, je ne sais pas à quel niveau cette communauté peut être bénéfique au peuple congolais. Tout le monde parle au nom de la communauté internationale. Cette communauté internationale, parce que moi je parle avec quelques personnalités, ils ont insisté que si l'opposition allait à non disperser, de penser que cette dispersion de l'opposition a fait tel que cette tricherie devrait avoir des excuses. Et il y a des excuses aujourd'hui, on dit, c'est puisqu'il y avait 10 contre 1 qui a, qui a cela, et que la Fondation Carter a dénoncé haut et fort qu'il y a eu irrégularité, ont écrit à la dernière ligne que malgré cela, l'heure est arrivée ne peut pas être affectée. Et voilà le mot qu'on a mis dans la bouche de tout un chacun de ceux-là qu'on appelle communauté internationale, en commençant par Hillary Clinton, en passant par le commissaire, le ministre des Affaires étrangères belge. Qu'en dites-vous à ce sujet? Mais merci beaucoup, Don. Ça, c'est un sujet très, très sensible. C'est malheureux. Hein? C'est malheureux de voir la même communauté internationale jouer au double jeu. Moi, avant les élections, je vous avais dit ici que j'avais côtoyé certains milieux. Dans ces milieux, on m'avait clairement indiqué, je ne vais pas citer les noms de personnes avec qui j'ai partagé, dans ces milieux, on m'avait clairement présenté Joseph Kabila comme étant le candidat qui n'allait avoir aucune chance de gagner ces élections. Ça, je le dis. Et ils m'ont donné leur raison pourquoi ils ne voulaient plus supporter Joseph Kabila, qu'ils avaient placé à la tête de notre pays en 2006. Ils le reconnaissent, certains d'entre eux, ils reconnaissent qu'en 2006, Joseph Kabila n'avait pas gagné les élections, mais c'était l'œuvre de la communauté internationale parce que celle-ci avait contribué à plus de 80%, si pas 90%, financièrement aux élections. Alors cette fois-ci, comme c'est le Congo lui-même, ou le gouvernement congolais lui-même, qui s'en est occupé, donc la communauté internationale s'était mise un peu à l'écart pour voir. Mais après les élections, nous avions tous suivi, comme vous l'avez dit, nous avions tous suivi la déclaration de Centre Carter, la déclaration de l'Église catholique, la déclaration de l'UDPS, des partis et ses partis alliés. Et les partis alliés. Donc nous avions tous suivi, mais il y avait un mot comme quoi, malgré cela, ça n'allait pas changer l'ordre. Donc je suis offusqué quand j'entends la communauté internationale parler dans ce sens. Récemment, après la marche de Washington, à laquelle j'avais assisté, j'ai été reçu au département d'État américain. Évidemment, juste pour brosser aussi sur la situation, le processus électoral en RDC, en tant que témoin oculaire. Malheureusement, j'y ai trouvé la même résistance. Les mêmes mots m'ont été répétés, comme quoi les États-Unis d'Amérique ne sont pas convaincus. Évidemment, ils se basent toujours sur les mêmes mots, ne sont pas convaincus que malgré la tricherie, malgré la fraude, les irrégularités, que cela pouvait changer l'ordre des résultats. Mais mon cher ami, je posais la question au département d'État américain, ça, je parle de la semaine passée. Qu'est-ce qui s'était passé ici aux États-Unis d'Amérique, aux élections où George Bush était contre Al Gore en Floride? Al Gore, oui. Nous savons tous ce qui était passé en Floride. Ils ont récompté les voix. Ils ont récompté les voix. Manuellement cette fois. Voilà. Alors maintenant, qu'est-ce qui fait qu'au Congo, on ne peut pas faire de sorte? Alors, enfin, puisque j'avais un ton qui n'était pas celui auquel ils s'attendaient, puisque vous savez, après avoir mené toutes les démarches diplomatiques avec la communauté internationale, je parle ici aux États-Unis, je parle du département d'État, il faut changer de ton. Alors, ils m'ont demandé
qu'est-ce que nous, Congolais, nous attendions des États-Unis d'Amérique? Je leur ai dit une chose. Le peuple congolais, ce n'est pas le problème de l'opposition. Puisque la lutte que nous sommes en train de mener, ce n'est pas pour la personne de Etienne Tshisekedi. Je voulais d'abord lever cet équivoque-là. C'est pour le peuple congolais d'abord. Et ce peuple sait très bien que il n'avait pas voté Joseph Kabila comme la commission électorale indépendante veut nous faire croire. Ce peuple veut la vérité. Veut que la vérité des urnes soit respectée. Alors, messieurs et dames du département d'État américain, le peuple demande une chose. Le peuple demande la vérité. Que celui que ce peuple a voté soit mis au travail en République démocratique du Congo. C'est à vous maintenant de savoir comment le faire, parce que je ne suis pas venu ici vous dire comment est-ce que vous devez faire pour remettre l'ordre au Congo. Alors, j'étais surpris, encore une fois, de les entendre parler de l'impossibilité d'annuler les élections telles qu'elles se sont passées en République démocratique du Congo, parce que cela demanderait des engagements sur le plan financier et logistique. À cela, j'ai tapé sur la table pour leur dire que vous faites allusion à l'argent, vous faites allusion aux moyens logistiques, pendant qu'au Congo, nous parlons des vies humaines. Parce que le peuple, sachant très bien que sa volonté n'a pas été respectée, tout est possible. Le décor est planté pour que, d'un moment à l'autre, il se fasse quelque chose au Congo. Et ne soyez pas surpris, vous, messieurs et dames du département d'État, ne soyez pas surpris si cela arrivait au Congo. Alors vous direz encore ce que vous aviez dit au Rwanda, après y avoir causé le génocide, pour venir vous excuser. Ça, c'est ce que Bill Clinton avait dit ici aux États-Unis, pour s'excuser que vous auriez dû faire quelque chose, mais malheureusement. Alors, j'attire votre attention sur le fait que s'il faut prévenir quelque chose, s'il faut prévenir une crise qui puisse être pire que celle que nous avions déjà, puisqu'il faut reconnaître que nous avions une crise post-électorale, qu'on le veuille ou pas, que nos amis de la majorité présidentielle le veuillent ou pas, nous savons qu'il y a une crise post-électorale en République démocratique du Congo. Alors vous, messieurs et dames du département d'État, alors vous voulez nous faire croire que vous n'avez pas assez de preuves. Vous n'avez pas assez de preuves pour vous montrer réellement que ce qui s'est passé au Congo, les résultats ne sont pas crédibles parce qu'il y a une phrase. Mais soyons sérieux, quand on triche, quand il y a tricherie, c'est-à-dire que ça perturbe automatiquement l'ordre. Alors pourquoi est-ce qu'on néglige? Et je l'ai relaissé avec cette parole du président Barack Obama. Le jour de son investiture ici aux États-Unis, le président américain avait dit ceci. Je vais le dire en anglais et je le traduirai en français pour nos amis qui ne comprennent pas la langue américaine. Il a dit ceci. All these leaders who cling to power by intimidation and corruption, they need to know that they are on the wrong side of the history. Je voudrais traduire ça en français. Tous ces leaders qui s'accrochent au pouvoir par l'intimidation et la corruption, ils doivent reconnaître qu'ils sont du mauvais côté de l'histoire. Alors, ces paroles prononcées par le président américain les jours de son investiture ici aux États-Unis s'adressaient au genre de leader et au leadership que nous avions au Congo. Alors, j'ai posé la question, j'ai dit, alors, qu'est-ce qui fait que ce que Barack Obama avait prononcé comme parole ici ne soit pas prise au sérieux, en ce qui concerne notre pays, parce que l'intimidation, nous la vivons au Congo, puisque moi je viens de là. Le jour des élections, le jour de la proclamation des résultats, qu'est-ce que nous n'avions pas vu? Même avant la proclamation des résultats, le décor sur le plan sécuritaire dans les grandes villes du pays montrait, prouvait à suffisance que le peuple congolais était intimidé. Puisque vous voyez qu'il y a des chars de combat installés partout. À Limete, n'en parlons pas. Au stade de Martyrs, au stade du Vemey, n'en parlons pas. Vous aviez des militaires qui circulaient
armés jusqu'aux dents, avec lourdement armés. Quand je dis armés, c'est-à-dire lourdement armés, c'est comme s'ils partaient en guerre. Vous aviez des militaires qui étaient habités, qui portaient des casquettes de guerre. Les casquettes qu'on porte là avec le camouflage, voilà. Hein? Ils se promènent dans la ville avec cela. Alors, vous ne pensez pas que le peuple est intimidé? La corruption que nous vivons, d'ailleurs, le Congo est placé parmi les pays les plus corrompus du monde, ça, personne ne l'ignore. Et puis, durant le processus, nous avions vécu tout ça. Mais pourquoi, je vais terminer donc, pourquoi est-ce que cela ne s'applique pas en RDC? C'est que le président Barack Obama a dit. Alors là, je n'ai pas reçu de réponse. Alors, pour répondre à ta question, je pense que nous devions, nous Congolais, nous devons faire très attention à la communauté internationale qui joue un double jeu. Cette communauté internationale n'est pas là pour l'intérêt du peuple congolais. Cette communauté internationale est là pour ses intérêts purs et simples, puisque c'est la politique. Il n'y a pas d'amour, il n'y a pas autre chose, c'est les intérêts qui comptent. Tout à fait. Donc, moi, je voulais encore une fois répéter ce qui s'est fait et ce qui s'est dit. La réalité est loin de nous rattraper, M. Benkala. Chaque fois qu'il y a un problème au Congo, les Congolais s'organisent, et cette fois-là, encore une fois, en ordre dispersé, pour aller vers la même communauté internationale, pour aller vers les mêmes institutions comme les secrétariats d'État, comme les ministères des Affaires africaines dans certains pays. Mais qu'est-ce qu'on va leur dire qu'ils ne connaissent pas, puisqu'ils sont représentés au pays? Ils ont leurs officiers au pays, ils leur disent tout minute par minute. Et quand nous allons là-bas, nous allons répéter ce qu'ils connaissent. Est-ce que vous ne voyez pas que nous sommes en train de faire un jeu négatif? Bon, je suis d'accord puisqu'ils connaissent tout ce qui se passe chez nous. Mais cela n'exclut pas le fait que nous manifestions, nous les Congolais, surtout de la diaspora, et que nous manifestions notre mécontentement. Je pense que nous avons plein droit à manifester ce mécontentement. Évidemment. Non, il y a deux ici, mais je devais arriver au point de vue. Est-ce que vous ne voyez pas que quand vous devez aller parler à ces gens-là, aller avec des propositions concrètes pour de jouer ce que nous dénonçons, ce qu'ils connaissent déjà. Et comme vous l'avez dit, vous les avez vus, ils vous disent que nous connaissons tout ça et le rapport dit ceci, cela. Et c'est ce que nous tous nous connaissons. Que ce genre-là, ils jouent le jeu du pouvoir. Mais maintenant, tout le monde s'est élevé comme un seul homme partout de la diaspora. Quel est le message que nous devons dire à ce gens qui appuient le gouvernement que la population n'accepte pas? Il faut un message haut et fort en tant que politicien. Quel message croyez-vous pourrait faire la différence? Le message est clair. Devant le peuple, rien ne peut résister. La population, le peuple congolais est appelé à se prendre en charge. Obama l'a dit à son adresse au Ghana, il a fait son déplacement au Ghana, son premier voyage sur le sol africain, s'adressant aux leaders africains à partir du Ghana, il avait bien dit que les Africains ne peuvent pas espérer à continuer à attendre que les choses soient faites pour eux. Les Africains doivent se prendre en charge, c'est-à-dire que le peuple congolais doit se prendre en charge. Ça, nous devons le dire à nos populations. Que voilà, compte tenu de ça, la communauté internationale ne peut rien faire. Ça, je le disons. La communauté internationale ne peut rien faire pour nous. Nous devons prendre les choses en main. Nous devons nous battre. Donc, mais quand nous parlons de nous battre, cela ne veut pas dire que nous voulons voir le sang des Congolais couler, puisque nous en avons déjà vu assez. 8 millions de morts, c'est assez. Nous disons que nous devons nous battre, puisque la liberté n'est pas gratuite. Freedom is not free. C'est-à-dire que le peuple congolais doit se battre avec sa sueur, au péril même de sa propre vie, pour qu'il puisse obtenir ce qu'il demande. Et il ne faut pas s'attendre à ce que la communauté internationale puisse le faire pour nous. Alors ça, c'est le message que nous devons amener à ces gens, je parle à la communauté internationale, que ne soyons pas surpris. Nous vous avions amené ceci, cela. Nous avions déjà montré, et vous savez vous-même, puisque vous avez vos représentants sur terrain, mais malgré tout cela, vous ne faites rien. Soyez avisés que le peuple congolais se prendra en charge. Un point et un trait. Voilà. L'autodéfense. Alors là, vous avez aussi constaté, M. Benkalala, que la diaspora congolaise s'est mise debout comme un seul homme, partout. Alors partout, ils ne veulent pas de ceux-là qui
cette diaspora, à ce qu'ils ont déjà fait et ce qui reste à faire? Vous savez, la diaspora congolaise joue un rôle prépondérant, un rôle très très important dans le quotidien du peuple congolais. D'après les études faites par Western Union, c'est au moins 3 milliards 500 millions de dollars qui vont vers le pays chaque année. Chaque année alors. Alors vous connaissez le budget national du Congo, à peine 6 milliards de dollars, 6 à 7 milliards de dollars. Donc nous contribuons à plus, il y a même un moment où l'argent qui venait de l'étranger était supérieur au budget national. Puisque je me rappelle encore quand nous avions encore un budget de 2 milliards, 3 milliards de dollars. Et donc, alors que l'argent qui venait de l'extérieur atteignait déjà 3 milliards de dollars. Donc, vous savez que nous jouons un rôle très important. Quand nous voyons le social au Congo, quand il y a des enfants envoyés à l'école, combien de fois nous recevons des coups de fil de nos membres de famille? Quand les gens tombent malades, combien de fois nous recevons des coups de fil puisqu'ils ne peuvent pas acheter le médicament, ils ne peuvent pas même payer les soins médicaux dans les quelques hôpitaux ou cliniques que nous avions encore au pays. Quand il y a mort au pays, c'est toujours la diaspora qui enterre. Quand il y a la fête les fêtes de fin d'année, mon frère, moi j'ai vécu les fêtes Noël et bonne année, Nouvel An au Congo, ça on ne me l'a pas dit, je suis allé à Western Union, juste une petite parenthèse, parce que ma fille des États-Unis m'avait envoyé quelque chose, dit papa en tout cas il faut quand même que tu prennes ça pour fêter là-bas, j'ai dit maman merci. Alors je suis allé où? Je suis allé à Western Union, le 31 décembre, il fallait voir à l'hôtel Bemling. Hein? Je ne pouvais même pas attendre en ligne la queue. Il fallait voir la queue de l'intérieur du bureau de Western Union jusqu'à dehors. Les gens n'attendaient que l'argent qui venait de l'extérieur. C'est là où j'ai tonné. C'est là où j'ai tonné parce que, mon cher Don, je viens du Congo et quand je vois les gens passer à la télévision, surtout les gens de la majorité présidentielle, et parler de la diaspora, comme si c'était les membres de la diaspora, comme si c'était des étrangers, comme si c'était des intrus, pour dire que les membres de la diaspora, tout ce que la diaspora est en train de faire, c'est pour chercher comment rester dans leur pays d'hébergement, puisqu'ils commettent des bévues, ça leur permet d'obtenir les papiers, ce sont des gens sans emploi, ce sont des gens qui n'ont rien à faire dans la diaspora, et qui sont là seulement pour commettre des désordres, ainsi de suite. J'ai beaucoup regretté d'entendre qu'il y a parmi nous, les Congolais, qui sont au pays, qui négligent le rôle que nous avons, le rôle que nous jouons dans le quotidien congolais. Alors, compte tenu de ce rôle que nous jouons, moi je demanderais ceci au peuple congolais, surtout de la diaspora, ne nous fatiguons pas. Ne nous fatiguons pas. Nous avons beaucoup à faire pour qu'il y ait changement au pays. Il y a un adage qui dit « Montre-moi comment pêcher et je mangerai chaque jour, mais si vous me donnez à manger aujourd'hui, je mangerai qu'un seul jour. » Ces gens-là, nos familles, à qui nous envoyons de l'argent chaque fin du mois, tous les 2 mois, une fois par an, selon nos possibilités, ne peuvent pas continuer ainsi. Et ils ne peuvent pas continuer à être roulés dans la farine par ceux qui sont au pays, pour leur dire que voici, nous vous avons apporté l'Europe, puisque ce qui se dit aujourd'hui au Congo, que Kabila a mis le bango poto. Mais donc, quand on parle de ce poteau-là, que soi-disant on leur a amené, nous parlons ici du boulevard des 30 juin qui a été construit avec plus de 80 millions de dollars, alors que nous savons qu'un kilomètre asphalté, un kilomètre asphalté coûte aux environs d'1 million et plus de dollars. Nous avons des informations précises là-dessus. Nous parlons ici des jeux d'eau, les jeux d'eau qu'ils ont installés, qu'ils ont placés à la gare, à la place de la gare. Nous parlons ici du cinquantenaire, le stade là où ils avaient fêté la fête du cinquantenaire, où les gens aujourd'hui, les Congolais, les Quinois en particulier, ils vont pour prendre des photos. Puisqu'il y a des gens qui n'ont jamais vu les jeux d'eau dans leur vie. Il y a des gens qui ne connaissent pas que Kin Label, le mot Kin Label n'a pas commencé aujourd'hui. Il y a des gens qui n'ont pas vécu qu'il y avait des trams à Kinshasa, qu'il y avait des feux de position à Kinshasa, qu'il y avait des cabines téléphoniques à Kinshasa. Il y avait des taxis, on allait à Kinshasa, vous allez dans la cabine, vous appelez un taxi, moyennant 5 francs à l'époque, et le taxi vient à la maison. Il y a des gens qui ne comprennent pas que nous avions eu tout ça. Et maintenant, on les roule dans la farine pour leur dire que c'est maintenant que vous avez Poto Moindo et Commune à Kinshasa. Et le mot Poto Moindo, ce n'était pas venu aujourd'hui. Alors, cette population qui est clochardisée, qui est totalement dans la misère, ne raisonne que par son tube digestif. Puisque, après avoir vu tout ce que nous faisons dans la diaspora, je me suis demandé, quand j'étais à Kinshasa,
au Congo, je me suis demandé, est-ce que ces gens réalisent? Est-ce qu'ils se rendent compte de la lutte que nous menons à l'extérieur? Nous ne menons pas la lutte à l'extérieur contre une personne. Non, nous menons la lutte à l'extérieur pour qu'il y ait changement. C'est le système que nous combattons. Ce n'est pas une personne, comme l'a dit un certain, je ne vais pas citer son nom pour ne pas lui faire la publicité gratuite, à la télévision, pour dire que la diaspora congolaise n'a qu'un seul problème. Leur problème, son problème plutôt, c'est le président Kabila, et c'est tout. Non, non. Il fait beaucoup de bruit, mais carrément, j'ai dit non. Nous sommes contre le système. Nous sommes contre le fait que notre peuple ne puisse pas se retrouver, qu'il n'y ait pas de salaire, qu'il n'y ait pas, pas d'emploi, plus de 80% de chômage au Congo. Alors nous sommes contre tout cela. Nous sommes contre que nous sommes dans un pays qui n'a pas d'état qui n'est pas un état de droit. Nous sommes contre la corruption, nous sommes contre l'impunité, tout ce que nous vivons au Congo. Nous sommes contre toutes ces bévues que nous vivons au Congo. Je donne un exemple. Quand les gens disent que les Congolais de la diaspora, ils parlent, mais ils ne veulent pas venir ici. Mais nous avions essayé. Moi qui vous parle, j'ai eu un terrain à côté du Parlement, du Palais du Peuple. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Après avoir eu tous les documents, ça c'est juste un exemple, pour vous montrer que nous n'avons pas un pays de droit, un état de droit. Après avoir obtenu les documents des instances gouvernementales, c'est-à-dire de l'État congolais, fiche parcellaire, l'autorisation de bâtir, tout ce que vous avez comme document du département des affaires foncières. Après avoir eu tout ça, le gouvernement congolais, l'État congolais se permet d'aller tout démolir sans procéder d'abord à nous aviser, sans procéder à l'annulation des documents qui nous avaient offerts, octroyés, sans procéder à l'expertise, c'est-à-dire voir réellement qui ont construit et c'est arrivé à quel niveau pour arriver à dédommager, parce que l'État se réserve les prérogatives de pouvoir détruire ou désapproprier pour créer une histoire d'utilité publique. Ça, on le reconnaît. Mais ces histoires sont arrivées. Nous sommes allés au parquet, nous avons gagné le procès. Nous, c'est-à-dire tous les occupants du site Itembenatimbe. Nous avions gagné le procès au parquet. Mais qu'est-ce qui arrive? Ça fait 2-3 ans que nous attendons que nous soyons indemnisés par l'État congolais. Mais jusque-là, ça ne vient pas. Vous voyez des choses pareilles qui découragent ceux qui veulent venir, qui veulent aller au pays, pour aller investir au pays. Et alors, on va nous parler de la diaspora qui est absente, la diaspora qui ne connaît pas les réalités du pays, pendant que nous savons très bien, pour connaître les réalités du pays, il ne faut pas vivre au Congo pour connaître ces réalités. Il suffit seulement de débarquer à l'aéroport d'Ndjili. Débarquer à l'aéroport d'Ndjili pour se rendre compte que les choses ne vont pas. Conduire sur le boulevard Lumumba, avant d'arriver au centre pour voir que, mon Dieu, la ville de Kinshasa est surpeuplée et le peuple est dans la misère. Faire vivre à Kinshasa ou au Congo une semaine seulement, pour quelques jours, pour se rendre compte que c'est tout le monde qui vient vous demander quoi que ce soit. Donc, il ne suffit pas de vivre là éternellement pour savoir que, pour connaître les réalités du terrain. Donc, il y a des gens qui considèrent très mal la diaspora au Congo, qui nous considèrent très mal, sans pour autant savoir que les sacrifices que nous endurons ici dans la diaspora, sous le froid, que ce soit sous le froid, la chaleur, la pluie, les Congolais se mettent debout pour parler de leur pays, pour défendre les intérêts de leur pays dans la diaspora. Et ceux-là qui sont au pays, qui n'arrivent même pas à croire à cette lutte, se permettent de dire n'importe quoi sur la diaspora. Ça, c'est inacceptable. Alors moi, j'appelle la diaspora congolaise de persister, de continuer la lutte jusqu'à ce qu'il y ait changement. Jusqu'à ce qu'il y ait changement. Nous ne devons pas nous fatiguer. Comme je l'avais dit avant, la liberté ne s'obtient pas gratuitement. Donc nous devons continuer la lutte. Quand nous disons la lutte, cela ne veut pas dire que nous voulons faire couler le sang congolais. Non, qu'on ne prête pas des intentions pareilles. Nous voulons qu'il y ait changement par tous les moyens. L'actualité, M. Ben Kalala, l'actualité, c'est aussi l'Église catholique. Nous venons d'apprendre dès le moment que le cardinal Mosengo s'est dissocié de ces élections en disant qu'il n'était pas ni juste ni véridique. Nous avons vu un groupe de M. l'abbé qui se sont associés pour aller dans la danse. Et récemment, un des abbés est passé sur
une des chaînes de la diaspora pour dire qu'ils reconnaissent les revendications de l'UDPS et ses alliés et ses combattants. Quand ils disent que c'est Tshisekedi qui a gagné, ils leur concèdent, mais eux demandent qu'il y ait annulation pure et simple de toutes les élections, puisque même si vous déclarez que vous avez gagné, mais les élections ont été entachées d'irrégularité. Qu'est-ce que Ben Kalala dit à ce sujet? Bon, nous savons tous que quand le cardinal, son éminence, le cardinal Laurent Mosengo, avait tiré la sonnette d'alarme juste après les élections pour dire que les résultats ne sont ni justes ni véridiques, il avait bien dit, il n'avait pas mis l'eau dans sa bouche. Le cardinal avait bien dit qu'il avait appelé le président de la République sortant, Joseph Kabila, et par personne interposée, il avait posé cette question à M. Kabila. Il lui avait demandé s'il était à l'aise avec les résultats tels que proclamés. Ça, c'est le cardinal qui le dit à la télévision. Donc, je n'y ajoute rien, je n'y retranche rien non plus. Alors, par la personne interposée, le président sortant, Joseph Kabila, lui avait aussi posé la même question, une question pareille, pour demander au cardinal comment, s'il se sentait à l'aise avec les déclarations faites par Étienne Tshisekedi, comme quoi il était élu le président pour son autoproclamation à la présidence de la République. Le cardinal, encore à ces mots, il a bien dit qu'il n'était pas tout à fait d'accord avec cette déclaration, mais lui aussi, le cardinal, je veux dire, il attendait la réponse à sa question telle qu'elle était posée au président sortant, Joseph Kabila. Mais malheureusement, c'est à ce moment-là que le président Joseph Kabila, par personne interposée, avait raccroché. Ça, c'est le cardinal qui l'a dit à la télévision. Nous avions connu une histoire de faux prêtres, je ne sais pas si vous êtes au courant, à Kinshasa, où on a fait passer un faux prêtre, où les télévisions, je parle bien des chaînes de télévision acquises au pouvoir, s'étaient organisées à faire passer un faux prêtre à la télévision pour démentir, pour s'attaquer indirectement et se dissocier à son éminence, l'archevêque de la ville de Kinshasa, le cardinal Laurent Mosengo Passignan. Un faux prêtre alors. Le cardinal s'est déplacé pour aller à Rome, pour aller répondre à l'invitation du pape. Il y a eu de bruit, ça coulait encre et salive à Kinshasa, au Congo, comme quoi le cardinal s'était déplacé après avoir mis, ça ce sont les mots du pouvoir, après avoir mis l'huile sur le feu, le cardinal prend l'avion pour la diaspora, pour l'Europe, accompagné de membres de l'opposition. Alors que les membres de l'opposition répondaient à une invitation du Parlement britannique, ils prenaient l'avion de Air France, alors que le cardinal, lui, avait pris SN Bruxelles pour se rendre à Bruxelles puis Rome. Mais mon cher ami, intoxication pure et simple. Nous avons vécu cette intox au Congo. Alors, ce qui est du candidat, mais malheureusement pour le pouvoir, mais heureusement pour l'opposition, ou le peuple congolais, la Cinco, les évêques se sont mis ensemble et ils ont parlé le même langage le 12 du mois passé. Ils ont parlé le même langage le 12 décembre à la cathédrale Notre-Dame. J'y étais aussi présent pour dire que nous disions niet aux élections, aux résultats tels que prononcés par la CENI. Alors maintenant, s'il faut annuler les élections, personnellement, pour répondre à votre question, les élections législatives et présidentielles étaient couplées. Si aujourd'hui, la CENI se retrouve dans des difficultés de pouvoir proclamer les résultats législatifs, et si aujourd'hui, Ngoï Mulunda ose même croire qu'il peut démissionner, si aujourd'hui, Joly, le vice-président de la CENI, se permet de dire qu'ils ont besoin du temps, ils ne pouvaient pas travailler dans la précipitation pour présenter au peuple congolais ou à la communauté internationale les vrais résultats. Il fallait leur donner le temps de le faire, ils ne pouvaient pas travailler dans la précipitation. Alors, deux poids, deux mesures. Nous avions vu ce qui s'est passé aux élections présidentielles. L'opposition a déposé la requête dans le temps alloué par la Constitution. Mais qu'est-ce que nous avions vu de la part de la Cour suprême de justice,
une cour qui a prouvé à la face du monde et au peuple congolais qu'elle est acquise, qu'elle est inféodée, acquise au pouvoir. Cette cour qui a prononcé d'une manière, avec une précipitation indescriptible, par la validation des résultats tels que présentés par la CENI. Moi, je dis ceci. Si les élections législatives sont entachées d'irrégularités et qui sont même sujets à l'annulation pure et simple, nous savons tous ce qui s'était passé aux élections présidentielles. C'est très facile de procéder par le recomptage de voix au niveau des présidentielles. Vous voyez, je vais isoler un peu les résultats présidentiels, puisque là, même si nous n'annulons pas les élections présidentielles, mais nous procédons, par exemple, même si nous procédons au recomptage, ça peut toujours prouver, montrer au peuple congolais la véracité puisqu'il y avait que, nous avons affaire ici, quand nous parlons de présidentiel, nous avons affaire aux candidats Etienne Tshisekedi et Joseph Kabila. Nous ne parlons pas d'Anda Bombole qui va réclamer des voix, nous ne parlons pas d'Andé Kajamba, nous ne parlons pas de Kakese, non, nous parlons ici de deux candidats, Etienne Tshisekedi Wamulumba et Joseph Kabila. Alors, si le problème d'annulation, puisque je vous ai dit, la communauté internationale est carrément contre l'annulation des résultats, puisqu'ils me l'ont dit au département d'État. Alors, s'il y a quelque chose à faire, moi je pense que nous demandons le recomptage. Demandons le recomptage au présidentiel et demandons l'annulation pure et simple aux élections législatives. C'est ça ma position, et qui n'engage que moi-même. Monsieur Kalala, le recomptage, selon les groupes d'experts, les 4 Américains qui étaient tendus à Kinshasa, d'aucuns parlent qu'ils sont partis en catastrophe. J'ai lu le condensé de leur rapport, je pense, le jeudi ou le vendredi. Ils ont dit qu'ils étaient là et ils ont vu qu'il y a l'opacité en tout et pour tout. Et comme conclusion, ils disent qu'il est impossible même de recompter les PV ou de revoir les PV et de présidentielles. Ils ont dit que c'est impossible, il y a un cafouillage indescriptible. Alors quand vous dites qu'il faut faire le recomptage, par quelle méthode? Puisque tout a été tripoté. Tout a été tripoté, ça c'est juste une alternative. Si ils ne veulent pas si les gens ne parlent pas, ne veulent pas parler de l'annulation, bon, nous donnons une alternative. Nous procédons par le recomptage. Et puis, les experts... Ça n'existe pas. Non, mais ça n'existe pas parce que ça ne peut pas exister parce que les bulletins de vote, les procès-verbaux ont été détruits. Angile, oui, mais oui, on est à Kinshasa, au centre là de la Fikine. Hein? Il y a des procès-verbaux, durant la compilation, le centre de compilation, qui en fait ne sont pas des centres de compilation, c'était des centres de complication. Dans ces bureaux, dans ces centres de complication, qu'est-ce que nous n'avions pas vécu? Hein? Qu'est-ce que nous n'avions pas vécu? Vous cherchez à trouver les cheveux dans les œufs. Non, oui, c'est ce que je dis. Une alternative, s'ils ne veulent pas voilà, on ne peut pas annuler. Mais recomptons. Mais c'est fait qu'il y a un problème sérieux, comme tu venais de le dire. Il y a un problème sérieux qui s'y pose parce qu'il n'y a pas d'éléments. Puisque le groupe NDI, qui était appelé avec l'autre groupe AFS, pour venir après, prêter main forte à la communauté, à la commission électorale, ce groupe-là, d'experts venus des États-Unis d'Amérique, il est rentré aux États-Unis déçus parce qu'ils n'ont pas pu avoir accès aux données. Ils n'ont pas pu avoir accès aux données pour pouvoir faire leur travail. Et en plus, quand ils ont fait appel à ce groupe, moi je m'étais dit, à ce moment, j'étais encore à Kinshasa, pourquoi faire appel à ce groupe maintenant? Est-ce que ce n'est pas trop tard? Est-ce que connaissant très bien la mentalité de nos élites, c'est-à-dire ceux qui sont là, et qui sont excellents dans la tricherie. Vraiment, le Congolais est très intelligent, mais malheureusement, le Congolais utilise son intelligence pour les choses négatives. Qui n'avancent pas leur pays, mais c'est plutôt pour vraiment satisfaire leurs propres besoins, leurs intérêts égoïstes et personnels. Je savais très bien que ça n'aurait servi à rien. Alors, mais ils sont rentrés bredouilles.
Bon, maintenant ils disent que c'est impossible de procéder au récomptage, c'est procéder de faire n'importe quoi, parce qu'ils n'ont pas tous les éléments. C'est pratiquement impossible s'il faut annuler les élections. Nous annulons les élections pures et simples. Et puis, nous demandons à ce moment-là que la communauté internationale puisse investir de l'argent pour organiser les élections qui seront dirigées par des entités neutres, totalement neutres, compte tenu de ce qui s'est passé au Congo. Alors, si la même communauté internationale nous dit aujourd'hui que c'est impossible, c'est à cause d'argent, c'est à cause de logistique, là alors, nous nous demandons réellement pour qui la communauté internationale travaille. Est-ce qu'elle est là pour les intérêts du peuple congolais? Ça prouve à suffisance? Non. Alors, le peuple congolais doit se mettre en charge. La révolution ne veut pas seulement dire aller tuer, aller voir le sang congolais couler. La révolution commence la révolution des mentalités, la révolution avec mettant l'amour, comme le président Tshisekedi l'a toujours dit lors de sa campagne. L'amour, bolingo, l'amour du pays. Il faut avoir l'amour. Sans cet amour-là, on ne peut pas avoir la vérité, puisqu'on n'aime pas son pays, on n'aime pas son peuple, mais comment est-ce qu'on saura dire la vérité pour ce peuple qui va profiter à ce peuple? Donc moi je pense que nous avons deux alternatives, soit on les recomptage, si c'est impossible, l'annulation pure et simple. Nous savons que si les élections sont organisées aujourd'hui, donc si les élections sont organisées aujourd'hui par une commission électorale qui est totalement indépendante, il n'y a aucune chance, je dis bien aucune chance que le président, que Kabila soit élu au Congo. Il n'y a aucune chance. C'est ce qui justifie le fait que le jour de la proclamation des résultats par la CENI, moi j'étais au Congo, c'était une ville morte. Tu te rends compte que si réellement il avait obtenu le suffrage universel du peuple congolais, 48 points quelque chose, ou 49% de vote, on allait quand même le sentir à Kinshasa, on allait le sentir au Congo. Mais il y a 2 jours avant la proclamation de ces résultats par la CENI, il y a un bruit qui est couru. Il y avait un bruit qui avait couru au Congo, plus précisément au Congo en général, comme quoi Tshisekedi avait gagné les élections. Mais donc, moi j'étais là. Le téléphone a cessé de sonner. Nous avions entendu des cris de joie de partout alors. Moi, comme j'étais vers la Gombe, nous avions entendu des cris de joie. Il y a des coups de fil qui sont venus de Massina, Selembao, Ndjili, de l'intérieur du pays, des villages, les gens qui appelaient pour dire que nous avions entendu ceci. Est-ce que c'est vrai? Ça, c'est 2 jours avant. Mais les jours de la proclamation des résultats, c'était silence cimetière au Congo, j'étais là. Vous voyez que le véhicule de militaires, vous voyez par-ci par-là, vous voyez un petit groupe de gens qui parlaient de Sissa Bidimbu, et à un moment, les gens, la majorité des Congolais étaient là, en train de les regarder fêter et se demander, mais what is wrong with these people? Qu'est-ce qui ne va pas avec ces gens? Et à un certain moment, ils se sont tus. Donc nous avions vécu tout ça au Congo. Si les élections étaient organisées et que Kabila les avait réellement gagnées, mais qu'est-ce qui fait qu'il y a une forte présence de militaires au Congo? Quand je dis militaires, c'est-à-dire qu'il y a des policiers, il y a des gardes républicaines qu'on appelle Moura, Bana-Moura, qui sont habillés en tenue de policiers. Qu'est-ce qui fait que Ngoï Mulunda, le président de la CENI, circule avec une armada, un cortège militaire, armé jusqu'aux dents, lourdement armé alors, avec les fusils de guerre pointés sur la population? Qu'est-ce qui fait que le président... Comment? Moi, j'étais au Niger. Donc, j'étais au Niger, après les élections du Niger. J'étais là. J'ai été reçu par le président de l'Assemblée nationale du Niger. J'ai été reçu par le leader de l'opposition au Niger. Et j'ai été reçu aussi par la commission électorale indépendante, nationale indépendante du Niger. C'est-à-dire le président, son vice-président et les autres membres. Ils m'ont reçu. Nous avions partagé cela avant qu'il y ait élection, que nous ayons élection au Congo. Lambert Mende, si Lambert Mende s'est permis, le ministre de l'information, s'est permis à la télévision de dire que, d'affirmer lui-même qu'il y a eu au moins, parmi les élections qui sont passées en Afrique, il y a seulement 3 pays qui ont pu organiser les élections normalement. Ça, ce sont les mots de Lambert Mende. Et parmi les pays qu'il avait cités, il y avait le Niger, il y avait le Nigeria et je pense qu'il y avait un autre pays. Mais ce que je voulais dire ici, c'est quoi? Parmi les pays qu'il a cités, le Congo n'y figurait pas. Ça, c'est le ministre de l'information, porte-parole du gouvernement, qui affirme à la télévision que le Congo ne figurait pas parmi les pays qui avaient organisé les élections normales en Afrique. Mais cela vous dit quelque chose. Cela vous dit quelque chose. Alors, nous devons gober tout ça, nous devons
accepter l'inacceptable parce que ici nous parlons du Congo. Le peuple ne peut pas se manifester ou réclamer son droit parce que c'est au Congo et la communauté internationale va faire sourde oreille comme si de rien n'était parce qu'il y a eu une phrase dire que parlant de l'ordre d'élection. Non. Ça c'est inacceptable. C'est inacceptable. Oui, il y a à boire et à manger dans cette histoire, M. Ben Kalala. Avant de terminer, j'aimerais revenir sur les actions de la diaspora. Donc, tout le monde s'est mis ensemble comme islam pour exprimer le ras-le-bol. Aux États-Unis, nous avons vécu une série de manifestations devant la Maison-Blanche et nous avons eu une manifestation devant le bureau des Nations Unies, devant le département de la représentation des États-Unis aux Nations Unies et consorts. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous proposez pour que l'action continue encore ici aux États-Unis? Oui, comme je l'avais dit, nous ne pouvons pas nous lasser, nous devons continuer la lutte jusqu'à ce que nous obtenions ce que nous cherchons. Nous avions organisé plusieurs marches, vous-même, donc AMB, en tant que combattant, vous avez toujours été avec nous. Nous avions été partout. Nous avions déposé les mémos au département d'État, à la Maison Blanche. Nous avions assisté à des conférences sur le Congo, par-ci, par-là. Ici à Atlanta, nous avions organisé des marches devant la CNN pour que le monde sache exactement ce qui se passe au Congo. Mais malheureusement, qu'est-ce que nous avions remarqué? C'est comme si nous sommes en train de chanter dans le désert. C'est comme si la voix des Congolais n'est pas entendue. Il y a un problème très sérieux. Le problème du Congo est plus profond que nous le croyons, mes chers frères et sœurs. Alors, qu'est-ce que nous faisons? Nous continuons dans la même démarche ou nous changeons de cap? Moi, je pense que nous devons adapter la situation. Nous devons mener nos démarches en nous adaptant à la situation telle qu'elle se présente maintenant. Bon, dernièrement, il y a eu marche à Washington. Au mois d'octobre, nous avions tenu une très grande marche de Congolais devant les instances des Nations Unies à New York, où nous avions lu pour la première fois le rapport, un document de base qui nous avait été fourni par les Nations Unies, où tout ce que nous sommes en train de demander, c'est un document sur lequel nous pouvons nous inspirer pour arriver à tout ce que nous sommes en train de demander. Maintenant, après la marche de Washington, qu'est-ce que nous faisons? Moi, je pense ceci. Je l'ai partagé à Kinshasa avec certains amis de l'opposition et je l'ai aussi partagé avec certains amis ici aux États-Unis à mon arrivée. Et j'ai proposé aux amis, j'ai proposé à ceux qui avaient participé à la marche de Washington à ce que nous puissions organiser une marche à New York. Je voudrais aussi m'expliquer sur cela. Un bon médecin soigne la maladie après diagnostic, il soigne la maladie en s'attaquant à sa source. Or, nous savons très bien, nous Congolais, nous savons très bien que la source de nos maux, la source de nos problèmes se retrouve ici aux États-Unis. Nous le savons tous, c'est un secret de polichinelle. Ça a commencé avec l'approche ou le mariage de Bill Clinton avec le président rwandais Paul Kagame. Évidemment, sans oublier le rôle joué par le président Museveni dans tout ceci. 1994 avec l'assassinat du président Habyarimana. C'était un complot américain. Ça a commencé ici aux États-Unis d'Amérique. Pourquoi aller chercher ailleurs? Après avoir introduit tous les mémos, même au président Barack Obama, j'ai entendu des gens dire que Barack Obama est bien au courant de nos problèmes. Oui, bien sûr, parce que Barack Obama, quand il était encore au Sénat, il avait beaucoup travaillé, il avait introduit certains bills sur, c'est-à-dire projet de loi, sur le Congo, la République démocratique du Congo. Donc, Barack Obama sait exactement ce qui se passe au Congo. Nous avons la fondation Clinton, qui est basée, d'après ce qu'on nous a donné comme information, qui est basée à Harlem, à New York. Pas loin de chez toi, Don. Alors, nous proposons ceci, que les Congolais, que nous puissions d'abord attaquer les problèmes à sa source. Que le Congolais date des États-Unis d'Amérique, et pourquoi pas du Canada, où tous les Congolais qui peuvent nous rejoindre pour cette occasion,
que nous puissions aller à la source de nos problèmes, que nous puissions aller devant la fondation Bill Clinton, la fondation Clinton à Harlem, nous poser là-bas avec ses effigies, avec le président Kagame, pour montrer à l'opinion, puisque nous avions fait de notre mieux, pour montrer à l'opinion américaine, au public américain, le rôle joué par les États-Unis d'Amérique dans la déstabilisation, dans le malheur du peuple congolais. Nous allons à la source. Alors moi je pense qu'avec les élections qui pointent à l'horizon aux États-Unis d'Amérique, avec la position qu'occupe l'épouse du président Clinton, qui avait commandité, ce qu'il a commandité en 1994, je veux dire, la position qu'elle occupe au sein de l'administration Barack Obama, ça poussera peut-être, nous espérons, l'administration Barack Obama de bien revoir les choses, évidemment, surtout quand les républicains qui jouent aussi, qui prétendent aussi à la magistrature suprême de ce pays. Je sais très bien, puisqu'il y a des gens qui diront mais ça ne change rien, je sais très bien que aussi longtemps c'est dans l'intérêt des États-Unis d'Amérique, nous ne pouvons pas nous attendre à quoi que ce soit, que ce soit républicain ou démocrate. Pourquoi? Parce que Mobutu était là pendant 32 ans. Durant le règne de Mobutu, 32 ans, c'est-à-dire qu'il y a eu des administrations américaines qui se sont suivies les unes après les autres. C'est-à-dire que nous avions eu, durant son règne, nous avons eu des républicains, nous avions eu des démocrates. Mais aussi longtemps que c'est dans l'intérêt des États-Unis d'Amérique, il ne faut pas s'attendre à grand-chose puisqu'ils vont continuer dans le même ordre. Mais nous n'avons rien à perdre, mes chers frères et sœurs. Allons à New York, allons devant la fondation Clinton, montrons au peuple américain ce que l'Amérique a joué comme rôle et continue à jouer comme rôle dans la déstabilisation, dans le chaos que nous avons maintenant au Zaïre, au Congo, avec les morts que nous avions connus. Nous allons là-bas comme un seul peuple. Je ne voudrais pas que la diaspora puisse organiser des marches d'une manière disparate. Il y a une marche à Washington, il y a une marche à Dallas, il y a une marche à Atlanta, à Houston ou à New York. Non, vous savez, dans ce genre de manifestations, le nombre compte. Le nombre compte. Vous voyez, ce que nous avions vu le peuple égyptien faire. Vous savez, on ne peut pas tirer sur un peuple quand il se présente à millions ou à milliers, plusieurs, des centaines de milliers. Mais quand vous vous présentez là-bas à 5, à 10, vous êtes là, on s'attend à ce que vous soyez fatigué, un de vous, et après c'est fini. Ça n'aura pas un impact comme si vous étiez par centaines, par milliers. Donc nous appelons aux Congolais, aux vrais Congolais, qui sont épris encore du souci de voir les choses changer dans leur pays, notre beau pays, de pouvoir mettre de côté toutes les tendances, que ce soit politique, que ce soit tribal, que ce soit religieuse, pour que nous puissions nous mettre ensemble ce jour-là, du 16 février, à nous retrouver à New York, plus précisément à Harlem, et avoir un grand sit-in. Moi j'appelle ça grand sit-in des Congolais à New York, plus précisément devant la fondation Clinton. Donc rendez-vous les 16, qui représente aussi la date de la marche des chrétiens au Congo, qui nous rappelle aussi la marche des chrétiens de 1992, ce qui s'est passé ici chez nous au Congo. Bien, alors Monsieur Ben Kalala, nous sommes très contents de la prestation, de l'information, de la qualité de l'information même que vous avez donnée en tant que témoin oculaire et actif sur terrain à Kinshasa. Il ne reste plus qu'à vous donner quelques minutes, Monsieur Ben Kalala, pour dire le dernier mot au peuple congolais. Je ne le dirai pas assez, mon cher Don. Félicitations pour le travail que tu fais pour ta communauté, pour ton pays. Félicitations. Comme on dit en anglais, keep up the good work. Ce n'est pas facile. Au peuple congolais, de la diaspora surtout, je disais, t'appelles à la diaspora congolaise qu'elle puisse continuer son travail. Parce qu'elle puisse continuer son travail dans la recherche du bien-être du quotidien congolais. J'ai lancé aussi un appel à la population congolaise pour lui demander de ne pas céder, à
à la manigance, de ne pas céder à l'intimidation qui lui sont faites, la manigance et l'intimidation qui lui sont faites par le pouvoir en place. De comprendre que la lutte que nous sommes en train de mener dans la diaspora, c'est pour elle. Nous disons à la communauté internationale que ce que nous sommes en train de faire comme démarche, la lutte que nous sommes en train de mener, ce n'est pas pour Étienne Tshisekedi. Nous le faisons en tant que personne, en tant qu'individu, c'est pour plutôt le peuple congolais. Nous sommes là pour le peuple congolais. Monsieur Ben Kalala, grand merci de votre encore une fois. Merci d'être venu sur la voie de la démocratie congolaise. Et je crois que ceux-là qui vont nous suivre et ceux-là qui poursuivront auront une matière à gober pour cette libération, pour cette guerre que vous cessez de mener, pour la libération totale du Congo. Merci, M. Ben Kalala, et à la prochaine. Merci, donc c'est moi qui vous remercie. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse le peuple congolais.